nous allons aujourd'hui faire le point sur la situation en Afghanistan. Car il est intéressant de relire la situation de ce pays à la lueur de ce qui se passe en Irak. L'intervention américaine en Afghanistan, après tout, c'était le premier acte de la guerre contre le terrorisme et avec l'aval des Nations Unies. Et puis les accords de Bonn, fin 2001, ont établi un calendrier pour le rétablissement de la paix en Afghanistan. Alors comment se porte ce pays aujourd'hui? D'abord quelques rappels. À l'automne 2001, le régime des talibans contrôle presque tout le territoire afghan. Seuls lui résistent au nord-est du pays les troupes tadjiques de l'Alliance du Nord, fondées par Massoud. Massoud est assassiné le 9 septembre 2001, les tours de New York tombent le 11 septembre 2001. Vient alors la décision américaine et internationale d'intervenir en Afghanistan pour renverser le régime taliban, car c'est lui qui héberge les dirigeants d'Al-Qaïda. L'opération militaire provoque dans l'ordre le revirement du gouvernement pakistanais, qui abandonne son soutien aux talibans et rejoint les États-Unis dans leur lutte contre le terrorisme, l'ouverture de bases américaines en Ouzbékistan et au Kirghizistan, situées dans la zone d'influence russe, et puis la chute du régime taliban et l'entrée de l'Alliance du Nord dans Kaboul, après plusieurs semaines de bombardements aériens. Sauf que la chute de cette dictature n'est en fait qu'une demi-victoire. Pourquoi? On voit sur la carte le voisin pakistanais et ce qu'on appelle les zones tribales. Celles-ci ont toujours bénéficié d'un large statut d'autonomie. Là vivent les tribus patanes, qu'on retrouve de l'autre côté de la frontière sous le nom de tribus pashtunes. Et c'est dans ces zones tribales que les principaux dirigeants talibans et d'Al-Qaïda sont parvenus à s'enfuir et à se réfugier. En somme, le Pakistan, allié de la guerre contre le terrorisme, devient en fait le sanctuaire des islamistes afghans. C'est là la première contradiction à laquelle va se heurter le processus de paix. Maintenant, prenons une carte ethnique du pays. Au sud, on a une zone dominée par les Pashtuns. Ils représentent environ 40% de la population afghane. C'est de cette région et depuis les zones tribales du Pakistan que les talibans et leurs alliés lancent des opérations de guérilla pour faire capoter le processus de paix. C'est donc surtout là que les troupes américaines, environ 10 000 hommes, poursuivent leurs opérations militaires. Difficile donc de parler de processus de paix dans cette zone. Au nord du pays, maintenant, les ethnies tadjiks, hazaras, ouzbeks, turkmènes. Ces ethnies ne veulent pas d'un retour à une domination pashtoune sur l'Afghanistan, qu'elles subissent depuis à peu près 3 siècles. Elles se méfient de tout pouvoir fort émanant de Kaboul. Or, à Kaboul, les États-Unis et les Nations Unies ont imposé un Pashtun réformateur, Hamid Karzai, à la tête du gouvernement de transition, et en même temps, ils ont laissé les Tadjiks de l'Alliance du Nord exercer une influence prépondérante dans ce gouvernement. Eh bien, ce partage du pouvoir ne satisfait ni les Pashtuns, ni les ethnies du Nord. C'est là une deuxième contradiction dans la recherche d'un processus de paix. Maintenant, dans le pays, hors de la capitale, les Américains, qui poursuivent la lutte contre les talibans et contre les hommes d'Al-Qaïda, ont armé les chefs militaires régionaux pour s'assurer de leur soutien dans cette guerre. Or, cette tactique militaire va avoir des effets négatifs sur le plan politique. Le nouveau régime à Kaboul est trop faible pour étendre son autorité à l'ensemble du territoire. Les chefs de guerre ont constitué de véritables fiefs à Herat, à Balkh ou dans le Badakhshan, et ils profitent de la situation de carrefour géographique de l'Afghanistan pour s'enrichir du revenu des douanes et de la contrebande aux frontières. On voit donc là les contradictions qui minent ce processus de paix. Un gouvernement de transition très divisé, un renforcement tactique des chefs de guerre dans les provinces, ce qui accroît l'éclatement politique du pays, et la poursuite des opérations militaires américaines, et puis de toute façon, des moyens financiers et militaires consacrés à la sécurité et à la reconstruction qui sont limités. Alors justement, pour le mesurer, il suffit de comparer. L'ISAF, qui est la Force internationale d'assistance à la sécurité, n'est déployée que sur Kaboul. Elle compte environ 5 000 hommes, pour une population de 2 millions d'habitants environ dans la capitale. Or, au Kosovo, pour une population totale de 2 millions également, pour tout le pays, la KFOR a déployé 40 000 hommes pour maintenir la paix. Pour l'aide financière
à la reconstruction. On a calculé que la communauté internationale consacrait environ 250 $ par an et par habitant au Kosovo, et 42 $ pour les Afghans. Eh bien, cette faiblesse des moyens financiers, cette insuffisante interposition, a au moins 4 conséquences. Les moyens manquent pour désarmer les milices, pour les réintégrer à la vie civile, d'où les exactions contre les populations et la réapparition du banditisme qui avait disparu sous les talibans. Ensuite, l'assistance aux paysans est dérisoire. Beaucoup se sont tournés vers la culture de l'opium, que l'on trouve maintenant dans tout le pays et qui alimente la criminalité autour des filières d'exportation. Le retour des réfugiés, soit près de 2 millions de personnes, pèse sur la reconstruction, et pourtant leur retour avait été encouragé. Et puis les talibans se sont regroupés pour des opérations de guérilla et de terrorisme, ce qui empêche l'aide internationale vers le sud et vers l'est du pays. Alors on le voit bien, avec tous ces éléments, l'Afghanistan est loin d'être stabilisé. Or, un Afghanistan instable a des conséquences régionales, et vice-versa, les pays de la région peuvent profiter de la non-stabilité de l'Afghanistan. Alors changeons d'échelle. La présence militaire américaine est désormais marquée en Afghanistan et dans les pays voisins, ce qui évidemment pose problème. D'abord à la Russie, qui voit ce rapprochement entre les républiques d'Asie centrale et les États-Unis remettre en cause son influence traditionnelle sur une zone qui est riche en hydrocarbures. Et puis aussi problème pour l'Iran, qui se voit encerclé par les Américains, à l'est en Afghanistan et maintenant à l'ouest en Irak. Et l'Iran et la Russie font face à cette situation, comme elles l'ont d'ailleurs toujours fait dans l'histoire, en manipulant des factions afghanes pour conserver leur influence. Et puis bien sûr, il y a le Pakistan. Ce pays est encore une fois sur le fil du rasoir, avec des attentats contre le président Musharraf, et depuis que les élections législatives d'octobre 2002 ont placé des partis islamistes radicaux à la tête des provinces frontalières de l'Afghanistan. Or, ce sont ces partis, dans ces provinces, qui abritent les talibans avec la complicité d'une partie de l'armée pakistanaise et de l'ISI, les services secrets pakistanais. On sait ainsi que de nombreux talibans se sont regroupés dans la ville de Quetta, sauf que la coalition n'y intervient pas. Il s'agit de contenir le conflit en Afghanistan plutôt que de risquer de déstabiliser le Pakistan en intervenant sur son territoire. Les conséquences seraient incalculables sur le Cachemire et donc sur l'Inde voisine. Alors voilà donc un tableau bien sombre pour envisager la paix en Afghanistan, mais tout de même notons que d'abord les Afghans sont sortis de la dictature, la chute des talibans, l'assistance internationale, la reprise du commerce ont permis une amélioration globale de la situation des Afghans. Et ensuite, la présence militaire américaine est tout de même parvenue à contenir les rivalités entre chefs de guerre. Une nouvelle constitution a été votée en décembre 2003. Elle a confirmé un régime présidentiel, c'est-à-dire non pas fédéral. Mais premièrement, sans contrôle réel de Kaboul sur les provinces, la constitution ne sera pas applicable. Et puis deuxièmement, les effectifs de l'ISAF n'ont pas augmenté. Et avec 150 000 hommes en Irak, les États-Unis ne vont pas renforcer leurs troupes en Afghanistan. Eh bien, c'est là une contradiction supplémentaire. Comment traiter le terrorisme sans risque d'enlisement dans ce pays? Parce qu'évidemment, l'expérience soviétique est dans toutes les mémoires. Alors peut-être qu'en Afghanistan, la guerre a été menée sans se donner les moyens de la paix.